D'un côté, le photographe, aventurier, explorateur Jean-Marie Guillain. De l'autre, l'activiste pour le climat Adélaïde Charlier. Tout ça, c'est tout de suite et c'est dans Divan, générique. La Suède a Greta Thunberg, nous, Adélaïde Charlier. Coordinatrice du mouvement Youth for Climate, elle fait entendre sa voix pour protéger la planète. Celle qui a commencé par manifester devant son école est maintenant reçue par les puissants. Emmanuel Macron, Angela Merkel ou Ursula von der Leyen ont tous les trois fait sa rencontre. Que retient-elle de son combat? C'est ce qu'on va découvrir aux côtés de l'aventurier et photographe Jean-Marie Guillain. Lui est sensible à l'image. Ce photographe, véritable Indiana Jones belge, a une réputation internationale. Son combat, dédiaboliser les requins. Véritable artiste dans l'âme, ses photos spectaculaires l'ont même amené à exposer à New York. Bonsoir Adélaïde, bonsoir Jean-Marie. Venez, bienvenue dans Divan. Bonsoir. Installez-vous, installez-vous. Je sais que vous avez tout de suite envie d'aller vous poser dans mon canapé, mais ça va pas être pour maintenant. Dommage, dommage. Bon, je vous l'ai dit, le concept de Divan, c'est de mettre ensemble deux personnes qui ne se connaissent pas. Est-ce que vous vous connaissez? Moi, personnellement, non. C'est réciproque, juste de réputation. J'ai un peu vu son engagement. Qu'est-ce que tu as entendu sur Adélaïde? Son engagement très précoce par rapport à l'écologie profonde et par rapport notamment au mouvement Youth for Climate. Yeah! Voilà. En plus, dit avec un superbe accent en anglais. Incroyable. Et puis le fait qu'elle avait une vraie curiosité intellectuelle et la nature de ses études. Enfin voilà, un peu. Bon, j'aime bien commencer cette émission en vous donnant des affirmations sur l'un et sur l'autre. Et j'aimerais que vous me disiez si c'est vrai ou faux. Au sujet d'Adélaïde, Jean-Marie, est-ce que c'est vrai qu'elle a pu constater personnellement que Emmanuel Macron et Greta faisaient la même taille? C'est plausible. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des informations qui sont assez fausses, mais il y a une information qui est vraie, c'est qu'on a rencontré Emmanuel Macron avec Greta, mais allez, à ce moment-là, Greta était encore un peu plus petite. Okay. Où il portait des talonnettes, non? Ouais, peut-être, c'est ça. Et comment ça s'était passé, cette rencontre? Alors pour moi, c'était assez complexe parce que c'était vraiment le tout début de mon activisme. Ça faisait 1 mois et demi que j'avais commencé l'activisme. Je ne me nommais pas encore même comme activiste. C'était le début du coup de la compréhension, de la conscientisation et le début de la mobilisation. Et ça a été un moment assez impressionnant de se dire qu'en fait, on a eu tellement d'impact qu'on a pu rencontrer le président français. Mais évidemment aussi beaucoup de frustration pour des jeunes qui disaient c'est vrai qu'on a eu la chance de le rencontrer. En attendant, il y a énormément de choses qui ne se sont pas déroulées après cette rencontre. Ouais, donc il y a un peu un côté frustration. Monde, mais la rencontre a montré la légitimité que les jeunes avaient. Ok, ça c'est cool. Ouais. Bon, au sujet de Jean-Marie. Ok. 72 000 minutes, c'est le temps de gestation d'un cochon d'Inde. Mais c'est aussi le temps qu'il a passé sous l'eau à prendre en photo des requins. Bah franchement, je dirais, ouais, franchement, je dis vrai. Oui, c'est complètement... ça doit être proche de la réalité si on prend 1200, 1300 plongées, plus tout ce que j'ai fait en apnée, oui, certainement. Non, enfin, je peux même pas visualiser ce que ça veut dire. Plutôt on the safe side, je crois que c'est même un peu plus. On va revenir là-dessus, tu vas nous raconter tout ça. J'ai encore une petite affirmation au sujet d'Adélaïde. Son plus grand rêve, petite, c'était de travailler pour Google. Est-ce que tu crois à ça ou pas? Non, j'ai du mal à croire ça. En fait, c'est vrai, j'étais vraiment différente. Non, mais c'est vrai, il y a eu un vrai déclic. C'était pas nécessairement Google, mais j'avais un rêve de, par exemple, vouloir absolument... J'avais un peu le rêve... Américain, clairement, de vouloir bouger aux États-Unis, de vivre un peu ce rêve-là. Mais aujourd'hui, j'en suis dégoûtée de ce rêve. Donc, il paraît que tu avais le même genre de photos dans ta chambre petite. Ouais. Et alors, c'est super intéressant parce que du coup, j'avais une grande photo de New York. Et après, aujourd'hui, je l'ai complètement redessinée avec mes potes. On a pris de la peinture et on l'a refait, en fait. Et du coup, j'ai la même peinture. Elle est végétalisée, et elle a complètement changé. Elle a vraiment mon nouveau rêve, à quoi ressemblent pour moi les villes de demain, mais j'ai pu leur dessiner, quoi. Allez, dernière petite affirmation what the fuck au sujet de Jean-Marie. Ok, dis-moi. Jean-Marie Guillain, c'est aussi un cardiologue célèbre de Maubeuge.
Non, c'est pas possible. On parle d'un homonyme, certes. Ouais. Oui. J'ai déjà vu ça sur Internet. Voilà. Ça existe. Ça existe Ok. vraiment, ça existe vraiment. Bon, c'était juste pour la blague. En vrai, ce qui m'a vraiment fait halluciner quand j'ai bossé sur vos bios, c'est de me dire, mais à quel moment vous avez vu le déclic pour faire ce que vous faisiez? Tu le disais là tout à l'heure, voilà, tu rêvais un peu des États-Unis et tout. Ton enfance, elle ressemblait à quoi Un peu comme celle de beaucoup de jeunes de mon âge, assez privilégiés, qui ont la chance d'aller à l'école et de se faire des potes et de faire beaucoup d'activités en dehors des écoles. Rien de très spécial. Je n'ai pas grandi dans une famille d'activistes, par exemple. Et du coup, c'est pour ça qu'aussi, j'étais vraiment née dans ce monde où on nous dit que le rêve, c'est ça, c'est le rêve que j'avais créé, quoi. C'était d'aller loin, c'était de gagner énormément d'argent, c'était d'aller travailler dans les plus grosses boîtes possibles. Et c'était un peu ce rêve qu'on donne encore aujourd'hui aux enfants. Et c'est pour ça que je pense qu'il a été créé. Et il y a eu un déclic qui a fait que non. T'avais aussi ce rêve ou pas, Jean-Marie, étant plus petit genre... J'ai eu, c'était pas un rêve, mais c'était une réaction par rapport à un événement dans ma vie. Où au moment du décès de maman, on m'a dit que j'étais un marginal et un bon à rien, parce que j'étais plutôt aventurier et photographe. Et donc j'avais 27 ans à l'époque. Et donc j'ai voulu prouver que j'étais pas ça, que j'étais capable de faire. Et donc je suis entré dans le monde des affaires et j'ai bossé comme un malade. Et puis j'ai réalisé que j'étais pas à ma place. Puis surtout, la vie me le rappelait. Chaque fois que je réussissais quelque chose très vite, très bien, circonstances extérieures m'amenaient pas à zéro, mais sous zéro. Et donc j'ai pris... Tu te jugeais toi-même, en fait, d'une certaine façon? T'avais l'impression de ne pas être la personne... J'étais pas à ma place, mais j'étais sur le chemin en termes d'apprentissage, ça oui, mais... C'était quoi ce monde des affaires? Ça a été l'écologie, donc avec les technologies de l'environnement. Ah, mais il y avait quand même, au final, Oui, aussi bien une prise de sûr. conscience. Oui. Ah, c'est fou. Est-ce que toi, quand t'as commencé à... T'as eu ce déclic autour de l'écologie, on t'a pris pour une marginale aussi ou pas? Ouais, moi je pense que j'ai toujours été un peu dans la norme jusqu'à ce qui est ce déclic. Et là, maintenant, je suis clairement hors norme. Et ce qui est très triste, mais par exemple de consacrer 100% de mon temps vraiment à conscientiser un maximum de personnes autour de moi, autour de l'urgence climatique. Je sais pas, pour moi, je vois ça comme juste comme étant une citoyenne engagée. Mais ouais, ma vie, c'est s'assurer qu'il y ait une pression constante vers le monde politique, vers le monde privé, autour des questions de l'urgence climatique, autour des questions de droits humains. Et ça, tout le monde ne fait pas tous les jours, malheureusement. Ça a surpris ta famille ou pas? Parce que il paraît que t'étais la plus carnivore de toute ta fratrie. Je sais pas si je suis la plus carnivore, mais ouais, j'aimais beaucoup la viande. Et enfin, c'est pour expliquer que j'ai beaucoup changé. Ouais, j'aimais beaucoup la viande et je pense que j'aime encore la viande. Mais c'est quelque chose qui, au fur et à mesure de la conscientisation, des recherches, que ce soit lire des rapports comme des rapports du GIEC très scientifiques, très terre à terre sur les faits, mais aussi après comprendre à avoir une relation différente avec les autres êtres vivants qui habitent cette planète avec nous, qui a fait que j'ai créé une sorte de dégoût de notre système d'exploitation de ces espèces animales qu'on décide de manger en les surconsommant en fait aujourd'hui. Et moi, mon dégoût, il vient vraiment de la surconsommation de la viande qu'on a créée. Et donc, en fait, j'ai plus du tout pu en manger. Ouais, je vois. Et tu as aussi eu une sorte de voyage initiatique au Vietnam qui t'a permis d'ancrer cette... En plus, le changement... Ouais, ce changement, d'ancrer ce changement, c'est le mot que je cherchais, ouais. En fait, j'ai eu la chance quand j'avais genre 11 ans et demi de déménager au Vietnam pour le boulot de mon père. Et du coup, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Et je pense qu'il y a eu un premier déclic enfin, je dis déclic maintenant en regardant vers derrière, parce que à ce moment-là, je n'étais pas du tout devenue activiste au Vietnam. Mais je vivais dans des pays où on parlait déjà à la radio de première migration climatique à cause de la montée des eaux de Mekong. On parlait des typhons qui étaient de plus en plus intenses. Et il y a plein de petites histoires comme ça au Vietnam qui, à mon avis, ont créé une petite base de conscientisation. Et en plus de ça, j'ai eu vraiment la chance d'étudier à l'école des Nations Unies, là-bas, à Hanoï. Et donc... Il y a une ouverture d'esprit en rencontrant les autres. Une ouverture d'esprit, ouais, en rencontrant les autres. Et tous nos cours étaient basés sur les objectifs des Nations Unies. Et du coup, on n'avait pas du tout les mêmes cours que ce qu'on voyait ici en Belgique. Rencontrer des personnes lors de tes voyages, ça t'a aussi permis d'avoir une ouverture d'esprit? Oui, effectivement, mais je pense que la première série de voyages que j'ai faite
avant de venir tenter de prouver quelque chose ici en Belgique. Je n'avais pas la conscience que j'ai eue plus tard. Et en fait, je ne mettais pas les choses en perspective de la même façon. Ma conscience, pas seulement écologique, mais l'importance du vivant, le rapport à la nature, quelle que soit sa forme, donc humain, non humain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. C'est surtout dans le travail que j'ai fait dans l'océan depuis maintenant 17-18 ans, où là, je suis allé voir mes peurs et puis subitement, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de merveilleux. C'était quoi ces peurs? C'était la peur de l'eau et la peur des requins. Donc je me suis confronté à l'une comme à l'autre. Et en fait, tout a basculé en une plongée fondatrice au Mexique. Comme un baptême, en fait. Oui, voilà, c'est vraiment une initiation, mais en une fois. Et là, je dis non, ça c'est trop injuste. J'ai passé la majeure partie de ma vie loin de l'eau pour une peur qui était une construction mentale. J'imagine qu'on t'a pas, enfin, tu t'es pas jeté à l'eau comme ça. Comment t'as préparé ce premier bain? En fait, j'ai commencé à Ibiza. Tout arrive à Ibiza. Voilà. Ah, comment ça, tout arrive à Ibiza? Pas dans ma vie, hein. Pas dans la mienne, non. Quand tu passes l'hiver, je gérais un projet pour des amis, et quand tu passes l'hiver à Ibiza, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, j'ai décidé d'affronter ma peur de l'eau. Et donc, j'ai commencé à m'acheter un masque palme et tuba et me mettre tous les jours, été comme hiver, dans l'eau, et chaque fois pousser mes limites. Et pour te dire, j'ai commencé la plongée en marchant sur le fond parce que mes oreilles, ça ne passait pas. Ah oui, c'est vrai. Donc je crois avoir mis une semaine pour arriver à 10 mètres parce que j'avais une résistance physiologique profonde. Putain, c'est fou. Et comment puis, ça s'est... comment cette phobie est partie petit à petit? En fait, le fait de voir déjà, c'est une... Beaucoup d'inconfort et d'angoisse provient du fait que tu ne vois pas ce qu'il y a en dessous. Quand tu es là, que tu as la tête juste hors de l'eau, que tu nages, tu regardes, tu vois que dalle si tu n'as pas un masque. Et par contre, dès l'instant où tu commences à voir, tu réalises que c'est pas aussi dramatique qu'on l'imagine. Et puis une fois que tu commences, c'est toujours la même chose, c'est l'ignorance qui engendre la peur. Et une fois que tu commences à avoir les connaissances, tu peux commencer à te laisser apprivoiser, pas apprivoiser, te laisser apprivoiser par le monde sauvage. Et puis petit à petit, aller vers le respect, puis l'amour, tu vois, tout simplement. C'est le... Quand tu entends le discours de Jean-Marie, est-ce que ça donne envie de tendre la main aux oiseaux? Ben voilà. Parce que moi, j'ai une phobie, en fait, des oiseaux. C'est vrai? Ça, c'est dit. Pas tout de suite, mais oui, franchement, j'aimerais bien y travailler un jour. J'aimerais bien y travailler un jour. Peut-être qu'un jour, je devrais faire comme vous... pas m'acheter en tuba, mais vraiment aller à la rencontre des oiseaux. Et c'est quoi? J'ai une relation très spéciale en fait avec les oiseaux parce que j'ai commencé à un peu analyser ma phobie et c'est pas, je sais pas si je dirais que c'est une phobie, mais c'est juste que je sais pas pourquoi. Par exemple, j'aimerais pas être proche d'eux, mais par exemple, si je vois un oiseau blessé ou mort, par contre, ça me touche beaucoup, quoi. Et donc, c'est pas que j'ai envie qu'on éradique tous les oiseaux sur Terre, c'est juste que... pour une activiste écologique... Tu l'as échappé belle, non? Mais c'est que, je sais pas, il y a une relation bizarre avec les oiseaux. En parlant de phobie, je me suis posé une question. Est-ce que le fait d'être maintenant tout le temps scruté par les médias, ça t'a créé des phobies? Parce que prendre la parole en public, être constamment, être constamment vu sur Instagram et tout, est-ce que ça a été à un moment donné un problème pour toi ou tu l'as bien géré? Non, je sais pas, je suis encore en train d'essayer de gérer. Ah ouais? Mais je sais pas trop ce que ça crée. Évidemment, c'est pas toujours... c'est aussi une petite pression constante, quoi. De toujours pouvoir être à la hauteur. Mais en même temps, je l'ai accepté depuis le jour 1 où j'ai dit je prends ma responsabilité de communication autour de ce sujet. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer. Maintenant, je dois m'exprimer constamment et mettre en fait, le but, c'est toujours de mettre en avant ce sujet. Si je peux le mettre au centre de la table, aux endroits les plus random, entre autres dans cette émission, c'est trop bien, quoi. Ça, c'est vraiment mon but. Et comment tu te sens quand tu te retrouves à avoir des discussions avec des chefs d'État? Est-ce que c'était tu t'attendais à te retrouver là, quoi? Angela Merkel, Macron Non, je ne m'attendais pas du tout à être là. Je ne m'attendais pas du tout, en fait, à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Au début, je pensais vraiment que j'allais à une première grève parce que c'était important de le faire. Et je pensais que la semaine d'après,
c'était fini. Déjà, au début, on s'est donné les challenges des 20 grèves. Ensuite, ça a pris une ampleur énorme, une responsabilité personnelle, parce qu'en fait, le mouvement, il vient de Anvers, il vient de Flandre. Et donc, au début, j'étais vraiment seule francophone, en fait. Ouais. Et donc, il y a cette responsabilité d'attirer le côté francophone dans le mouvement, du coup, de parler à la presse en français, etc. Et puis, oui, du coup, les rencontres, parce que comme on commençait vraiment à déranger, hein, c'est à travers les grèves qu'on a plus dérangé, parce qu'on n'allait pas à l'école, là, alors le monde politique commençait un peu à avoir peur. Et donc, oui, on créait des rencontres comme Emmanuel Macron. Et typiquement, ça se passe comment Déjà, ça se prépare, parce qu'on n'arrive pas comme ça. Mais oui, quand on nous dit ça, en fait, par exemple, la rencontre avec Angela Merkel, c'était une suite à une lettre qu'on a écrite avec 3 autres activistes, entre autres Greta Thunberg, où on demandait à tous les chefs d'État du monde de reconnaître l'urgence climatique comme une crise. Et donc, on a créé cette lettre, et suite à ça, par exemple, Angela Merkel a voulu nous rencontrer. Et donc, on voulait tenir ce discours, et juste, en fait, lui dire à l'oral, et puis avec des demandes concrètes. Et donc, en fait, quand on rencontre ces différents leaders politiques, évidemment, c'est impressionnant, mais on essaye vraiment de leur parler comme ce qu'on dit quand on fait un discours dans les rues, parce que le but, c'est que le message qu'on met dans les rues arrive aussi au sein de toutes ces institutions et du coup aussi dans les bureaux de nos leaders, quoi. Vraiment, on reste très vrai, très nous. Mais elle vous accueille comment, du coup? Est-ce qu'elle vous accueille comme des partenaires privilégiés en respectant votre statut, ou est-ce que vous accueillez comme des enfants ou des ados? Enfin, ça se passe comment, tu vois? Non, je pense que ceux qui ont voulu nous rencontrer, ils nous voyaient quand même comme des personnes qui allaient partager un message important, quoi. En tout cas, pour nous, qui était très important. Et donc, je pense qu'ils nous voyaient comme légitimes, mais moi, c'est vrai que, par exemple, en rentrant dans ces rencontres, je me sentais pas légitime. J'avais l'impression que je devais d'abord montrer ma légitimité avant de comprendre ça. Mais ça, c'était construit en moi, parce qu'évidemment, on est légitime, et c'est ce que j'essaie de partager un maximum à travers mon activisme, c'est de montrer à tous les jeunes qui ont mon âge ou qui sont plus jeunes, et de dire qu'on est légitime, évidemment, de s'exprimer si on s'informe et si on s'organise, ça peut le faire. Jean-Marie, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Non, je suis assez d'accord. Il y a une chose que je voudrais ajouter, c'est qu'en fait, je ne sais pas si tu connais Satish Kumar. Bien sûr, oui. D'accord. J'ai passé des week-ends avec lui. On a travaillé sur l'écologie profonde, on a un peu regardé les problématiques. Et ce que je comprends, c'est qu'en fait, l'activisme est une chose, mais c'est d'abord un activisme intérieur. C'est d'abord arriver à ancrer en soi une forme de non-violence où on incarne pleinement les valeurs que l'on défend, et c'est la valeur de l'exemple qui est déterminante. Et après, le traduire par des supports divers et variés. Mais je veux dire, il faut d'abord incarner pleinement les valeurs que l'on veut défendre et que l'on veut porter. Je trouve que c'est vraiment important. Et c'est vraiment un message que je crois qu'il faut essayer de faire passer à tout le monde. Tu peux nous l'introduire pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas? Satish Kumar a monté une école assez extraordinaire en Angleterre. Ouais. Et ils ont une antenne en Belgique maintenant. Ils en créent une avec Olivier Morel en France. Et donc, c'est un endroit où tu peux faire des formations de 1 mois, de 2 mois, de 6 mois, pour vraiment t'ancrer dans un rapport à la nature qui est beaucoup plus profond et amener un niveau de conscience plus grand, sortir d'un rapport très matérialiste. Voilà. D'accord. Et alors justement, sortir d'un rapport matérialiste et avoir un niveau de conscience un peu plus grand, est-ce que comment ça s'est développé chez toi en allant prendre en photo tous ces requins? En fait, ce qui m'a touché, c'est la beauté. Ouais, mais c'est vrai que c'est très beau. Je suis devenu contemplatif, dans la mesure où, avec l'art contemporain, je trouve qu'on s'est écarté de la valeur fondamentale de la beauté, parce qu'on est allé vers l'approche conceptuelle de l'art. Et donc, on a intellectualisé l'art. Et en fait, je n'arrivais pas à me situer par rapport à ça. J'ai un désir profond de transmettre, mais je trouve que ce qui nourrit l'âme, c'est la beauté. Et sinon, on nourrit l'esprit. Et nourrir l'esprit, je pense qu'on en a assez. En plus, si on ajoute à ça la couche technologique,
on a du mal à retrouver le lien vers la nature. Et en fait, à travers mon travail photographique, ce sont les animaux et l'océan et l'eau en général qui m'ont amené vers une plus grande conscience et un désir profond d'aimer, de respecter la nature sous toutes ses formes. Ouais, je vois. Est-ce que tu aurais une histoire à nous raconter d'une rencontre avec un requin en particulier? L'histoire qui a été la plus émouvante pour moi qu'un requin, c'est dans les forêts de kelp en Afrique du Sud, où j'avais une visibilité qui était de l'ordre de... Notre distance, là? Oui, à peu près donc ça. tu voyais rien, quoi. Je voyais rien. Et en fait, c'était très, très chargé. C'était à Coke Bay. Et en fait, il y a des requins 7 branchies, qui est un animal qui a l'air complètement préhistorique. Tu as l'impression qu'il est en pierre, tellement il est incroyable. Ok. Et en fait, je m'étais trompé de casting sur l'optique. J'avais pris une optique macro. Et donc, j'étais là, posé sur le fond, dans 10 mètres de fond, avec mon détendeur, mon caisson. Et je ne savais pas d'où ça allait venir, tu vois. Puis tout d'un coup, j'ai un requin qui vient vers moi, mais complètement paisible. Quand je dis venir, c'est comme ça, quoi. Et alors, j'essaie de faire ma mise au point. Et puis, une optique macro, ce n'est pas nécessairement facile quand tu as plein de particules. Et en fait, à un moment, je ne voyais plus que du requin, tu vois. Et donc, le requin est juste là, impossible de faire des photos. J'ai jamais fait de photos. Et par contre, ce qui est incroyable, j'ai déposé mon caisson parce que je me suis mis en position de défense, comme ça. C'est quoi la position de défense? En fait, tu mets les mains pour pouvoir maintenir le nez du requin, ouais, pour éviter que la gueule ne soit... Et en fait, ce requin, il voulait juste venir. Donc, j'avais préparé mes mains. J'ai laissé venir. Il est venu, il a posé son nez sur le bord de mon masque, au niveau de mon front. Et en fait, les requins, ils ont des ampoules de Lorenzini qui sont des capteurs électromagnétiques. Et le requin s'était connecté sur les champs électriques de mon cerveau. What? Attends, je fais, what? Oui, ils sont tellement sensibles, c'est extrêmement précis. Et donc, en fait, je suis resté là et le requin n'a jamais essayé de me mordre, bien sûr. Il était juste dans une démarche de curiosité. Et je suis remonté, j'avais une jubilation. C'était une joie enfantine, tu vois, c'était tellement incroyable. Wow, c'est incroyable. Moi aussi, je suis dans une démarche de curiosité et je vous propose que cette démarche aille se transférer sur le canapé et qu'on aille se mettre un petit peu plus confort. Alors installez-vous. Jean-Marie, tu peux te mettre à droite. Pardon. Adélaïde, tu peux te mettre à gauche. Tu es en train de nous raconter cette histoire de rencontre avec un requin et forcément, il y a cette question qui me passe par l'esprit. T'as jamais eu peur face à un requin que ça dégénère? Avec les requins, non. Mais j'ai eu une peur vraiment, une peur profonde avec un crocodile. T'as vu tous les animaux, en fait. La très mauvaise idée d'un copain qui voulait que je vienne faire des photos de lui dans l'Okavango avec des hippos et des crocos dans le delta de l'Okavango. Et là, j'ai cru que j'étais à la fin de ma vie parce qu'en fait, donc je la fais courte, mais le deuxième jour, on avait une première rencontre avec un croco qui faisait 4 mètres. Quand même, ouais. Et en fait, j'avais laissé les autres plongeurs, les photographes sud-africains aller dans l'eau avant moi. J'avais regardé où étaient les bulles. Et puis, tout le monde remontait parce que le crocodile les baladait. Et puis, je vois les bulles revenir vers moi. Je me dis que c'est le dernier plongeur qui est dans l'eau et que le croco doit être devant. Donc, je me jette tête la première pour arriver face au croco. Et le calcul était juste, j'avais anticipé. Donc, j'ai une photo parfaite du crocodile qui vient vers moi et qui m'évite au dernier moment. Bon, moi, je fais des photos de poissons, je remonte 10 minutes plus tard. Et il t'évite parce qu'il a peur de toi quand tu sautes dans l'eau? Oui, il m'a évité. Non, il m'a évité quand il m'a vu, parce que la visie, c'est comme ça, maximum, tu vois. Tu as 2-3 mètres de visie. Et alors, le lendemain, tout le monde était remonté, tous les photographes, tu vois, la rivalité entre photographes, ce qui est le piège total. Hein. Ah ouais. Parce que tu commences à avoir des comportements qui ne sont plus adaptés aux animaux que tu viens rencontrer, tu prends des risques qui sont déraisonnables. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, on a vu un croco qui faisait un bon 4,50 m, une femelle qui couvait les œufs. Et il y avait donc un banc de sable, un petit canal et la rivière. On a vu le croco, on est remonté un peu plus loin, on a remonté le courant. On s'est mis à l'eau. Il y en a 3 qui sont partis dans le canal pour arriver face à la gueule du croco. Mauvaise idée, je trouvais l'idée complètement absurde. Et moi, j'étais le premier dans l'eau, dans la rivière. Et donc... au début, la visie dans la rivière, c'était pas mal. J'avais 3 mètres de visibilité. Et puis tout d'un coup, il y a un copain sud-africain qui voulait avoir de meilleures photos, donc arrive avant moi, qui a palmé comme un malade. Et il a levé la boue, les sédiments sur le fond.
Et donc, tout d'un coup, je voyais absolument plus rien. Mais même pas ça, tu vois. Et donc, je savais que j'avais la rive à 2-3 mètres de moi. Donc, je suis allé vers la berge. Et je me suis arrêté, je suis sorti de l'eau, j'ai mis mon caisson. Et en fait, j'étais déjà au bout du banc de sable. Et en fait, je croyais que j'avais les genoux sur la berge. Et en fait, le photographe sud-africain qui est arrivé, il est sorti, il était livide. Il a dit « Move, you are sitting on the bloody crocodile ». What? Et en fait, j'avais les deux genoux. Il a pris une photo, j'ai la photo, tu vois ma main qui pend. Et en fait, tu vois la patte arrière du croco qui est quand même grosse comme ça. Et j'avais les genoux sur le dos du crocodile. Mais ça va pas, mais c'est horrible. Et le croco ne bouge pas. Mais je peux dire, là, tu es au bout de ta vie. Hein, tu sais plus comment tu t'appelles. T'en es sorti comment, genre? Ouais, c'est ça. Mais j'en suis sorti, c'est qu'en fait, je me dis, bon, je vais attendre de voir vraiment bien clair. Et puis, j'ai pas attendu. J'ai remis mon détendeur, je suis parti. Et puis, j'ai entendu un énorme bruit. Et c'était le copain qui avait insisté pour que je vienne, qui s'était fait attraper par le croco, retourné à 2 reprises. Et un autre Sud-Africain l'avait aidé à respirer chaque fois entre chaque tour. Et puis la femelle... Attends, il l'aidait à respirer pendant que le croco lui tenait le bras? Non, mais un courage incroyable. Et puis en fait, on est parvenu à le sauver. Et heureusement, il avait une combi semi-sèche qui maintenait son bras, donc il n'a pas fait une trop grosse hémorragie. Et puis on a enlevé toute la combi, sauf le bras, sauf la partie qui faisait pansement compressif. Et puis trouver un hélicoptère, un avion, l'amener à Johannesburg, au Mill Park Hospital, enfin voilà. Et là, je peux dire que tu as peur. Tu es à la fin de ta vie, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Oh la vache, quelle histoire. Et 15 jours plus tard, je devais rencontrer les requins blancs, ce que j'ai fait, mais pendant les 15 jours, je ne savais pas comment j'allais réagir, tu vois. Autre aventure, moi perso, j'ai été traumatisé par Titanic. Donc plus jamais je mets les pieds sur un bateau. Comment toi tu t'es senti? Phobie à remonter. Hein. Phobie à remonter. Comment toi tu t'es préparé à faire cette traversée en voilier pour aller jusqu'au Chili? Parce que j'imagine que ça devait être une sacrée aventure aussi. Ouais, bah, je ne me suis pas du tout préparée. c'est clair. En fait, j'étais jamais montée sur un voilier de ma vie avant de monter sur le voilier qui allait... avec lequel j'allais faire la traversée de l'Atlantique, quoi. Alors, et pourquoi tu devais faire cette traversée exactement? Le but de la traversée, c'était d'atteindre d'abord le Brésil et ensuite le Chili pour 2 grandes occasions. Une grande réunion, un grand sommet dans la forêt amazonienne au Brésil avec différents leaders de peuples autochtones, des scientifiques brésiliens et différents activistes. Et puis ensuite d'aller rejoindre la fameuse conférence internationale sur le climat, donc les fameuses COP. À ce moment-là, c'était la COP 25 qui devait se dérouler au Chili. Le but était du coup d'atteindre ces 2 sommets importants sans monter dans un avion. C'était ma première année d'activiste, vraiment important de garder son alliance, enfin de garder ses valeurs alignées à sa cohérence de ses actions. Et on a trouvé un projet incroyable qui s'appelle Sail to the COP, et le but du coup de traverser l'Atlantique en voilier pour atteindre la fameuse COP, la conférence sur le climat. Et vous partez d'où? On a quitté Amsterdam et on est arrivé à Belém au Brésil. Et alors, ça s'est passé comment ce voyage? C'était une belle aventure. Moi, je suis malade en voilier. J'ai réalisé ça. Donc ça, c'était un peu chaud. J'avais pris tous les médocs possibles que la pharmacienne pouvait me donner, mais c'était pas suffisant. Donc c'était très très difficile au départ, en tout cas physiquement. Mais après, ça a été la plus belle aventure, honnêtement, de ma vie pour le moment, parce que. Mais en fait, même si en plus l'aventure elle a eu beaucoup de hauts et de bas, ça a été difficile d'être sur ce voilier. Mais en fait, j'étais en train d'apprendre tellement de choses, tellement beaucoup plus vite. De base, je devais aller à l'UNIF et là, j'étais au milieu de l'Atlantique en voilier. Avec des personnes incroyables. On était 35 sur un bateau. C'était un très très grand bateau. 35 jeunes qui avaient cette envie en fait de changer les choses comme je l'avais comme je l'ai aujourd'hui, mais je l'avais aussi à ce moment-là. Et du coup, on a blindé, on a fait tout un think tank en fait durant la traversée autour des transports, principalement en Europe et dans le monde, et avec le but d'arriver avec nos conclusions à la COP et de les présenter sur place. Ce qu'on a quand même fait, mais il faut savoir que à la moitié de la traversée, on apprend que la fameuse COP auquel on veut aller est en fait annulée. Elle est annulée. Donc vous avez fait tout ça pour rien. On est à 3 semaines de notre traversée et elle est annulée. Donc ça, c'était un peu chaud et c'était très 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 dur mentalement.
Mais on a décidé de continuer vers le Brésil. Donc on a traversé l'Atlantique, on a fini la traversée. Et là, on a été au fameux sommet avec ces différentes associations, ces différents leaders autochtones et tout. Et ça, c'était le moment le plus magique et le plus important pour moi. Et en fait, qui vaut 10 COP, même 20 COP, qui vaut toutes les COP du monde entier. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance en fait, de continuer la traversée. On a eu tout qui a changé sur notre trajet, mais au final, j'ai blindé appris et je pense que je suis partie en tant qu'activiste pour le climat et je suis revenue en tant qu'activiste pour les droits humains et le climat. Parce que la question des droits humains sur place, quand j'ai pu rencontrer et me faire des amitiés assez intenses sur place avec différentes jeunes filles qui vivent en fait dans la forêt amazonienne, j'ai compris qu'il fallait absolument défendre leurs droits pour défendre la biodiversité de la forêt, pour ensuite défendre en fait un des meilleurs outils une des meilleures solutions face à l'urgence climatique, qui est entre autres la forêt amazonienne, en fait le cœur de notre terre. Et aujourd'hui, elle est en danger. Le poumon, on dit que c'est les océans. Ah, je pensais que c'était l'affaire. Capture plus de CO2, surtout aujourd'hui. Capte et puis génère 50% d'oxygène. Ouais, donc les océans, c'est nos poumons. Et la forêt amazonienne, c'est notre cœur. Et du coup, pas d'iceberg, quoi. Et du coup, pas d'iceberg. Il n'y avait aucun risque, franchement, t'inquiète. Et du moment un peu stressant quand même, quelques tempêtes. C'est vrai, il y a eu des tempêtes. La côte française, c'était pas du tout agréable. On est descendu là tout le long de la côte française. Très agréable. Le bateau, il était comme ça pendant 3 jours. On dormait comme ça. On savait. Moi, je vomissais, je savais pas manger, c'était vraiment très... Donc, petit mal de mer, quand même. Ah, ouais, le petit gros mal de mer, ouais. Tu dis un truc hyper intéressant qui me tend une très belle perche. Tu dis, je suis parti en tant qu'activiste du climat et je suis revenu en tant qu'activiste pour les droits humains. Et ça me fait un parallèle aussi pour toi, parce qu'on parle des requins et tout ça, mais en photo, tu t'es pas uniquement concentré sur les requins, tu as eu ce projet qui s'appelle Réconciliation. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? En fait, mon intime conviction, c'est que le futur sera féminin ou ne sera pas. Et je pense que j'avais des comptes à régler avec pas mal de choses, les religions, avec la mode, sur la façon dont elle conditionnait le rapport de la femme à son image et à son corps. Et puis, comme j'ai eu un événement familial qui m'a préparé, un drame personnel qui m'a préparé à ça avec le suicide de maman, donc j'ai eu, grâce à ce drame, j'ai eu l'occasion de me poser les bonnes questions par rapport à la façon dont le système nous emprisonne, et les femmes plus que les hommes, mais les hommes aussi. Tu penses que c'est à cause de ce système que ce drame est arrivé ? Oui, parce qu'en fait, elle allait être divorcée, et à l'époque, avoir un statut de femme divorcée l'écartait de ce qu'elle pouvait faire dans la société catholique bien pensante à Chimay. Donc, elle s'occupait du secours catholique, et la présidente lui a dit que si elle était divorcée, elle pourrait plus s'impliquer. C'est vrai, ça n'a aucun sens. C'est une autre époque. Hein. Ouais. Mais globalement, ce drame m'a servi à prendre conscience de plein de choses. Et donc, j'ai commencé très tôt à imaginer un projet qui, au départ, devait s'orienter sur les 3 religions monothéistes et le conditionnement de la femme dans le judaïsme, le catholicisme et l'islam, comment ça les limitait dans leur rapport à leur corps et à leur image. Et puis j'ai discuté avec des personnes impliquées dans ces 3 religions pour arriver à la conclusion que j'avais intérêt à aller vers une approche plus universelle. Et donc j'ai commencé ce projet il y a 5 ans. Et là j'ai travaillé avec près de 75 femmes différentes. Et en fait j'ai compris, grâce à une cérémonie d'ailleurs avec une plante, une médecine. Tu as pratiqué ça peut-être en Amazonie? Voilà. Oui, J'ai eu un message avec l'ayahuasca qui était que mon travail, j'étais au service des femmes pour les aider à déposer leurs bagages et aller vers leur toute puissance. Cette cérémonie de l'ayahuasca, donc c'est une plante que tu ingères. Que tu absorbes, oui. Et qui provoque des hallucinations. C'est un psychotrope qui t'amène dans un état de conscience différent. Et chacun peut avoir une médecine différente. Hein. Mais ça, tu l'as fait aussi, Adélaïde? Non, ça, je n'ai pas fait. Mais j'ai vu, moi, personnellement, j'ai regardé des cérémonies. Mais je n'étais pas du tout
Enfin, c'était pas mon rôle ni ma place, en fait, à ce moment-là, dans faire partie. Mais j'ai pu assister à ça. D'accord. Alors, donc, tu fais cette cérémonie d'ayahuasca. Oui, donc j'ai ce message, la plante me donne ce message. Et donc, c'était il y a juste 1 an maintenant, en avril. Et donc, le projet a continué, mais il a continué avec une conscience différente de la perspective dans laquelle je le faisais. Au départ, je l'ai fait comme un projet personnel qui était un peu une façon de régler des comptes avec aider les femmes à déposer Donc, j'étais un peu un sauveur, entre guillemets. Je me positionnais comme sauveur. Puis, petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas la vraie nature du projet. Et qu'en fait, c'était beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus important que ce que je n'avais voulu imaginer au départ. Et que la dimension artistique, elle était un support qui permettait aux femmes d'intégrer une autre perception d'elles-mêmes. Et pour certaines, avec ce que j'ai compris maintenant de la façon dont on crée les réalités, si on donne à une personne une autre image d'elle-même, elle peut changer sa réalité physique pour aller vers cette nouvelle image d'elle-même. Je sais que ça peut paraître complexe, mais j'ai eu, en 1 an et demi, j'ai eu 7 phénomènes qu'on qualifie de paranormaux, mais qui ne sont pas paranormaux, c'est juste de la physique quantique, où certaines choses se manifestent dans les photos qui n'appartiennent pas à la réalité ordinaire, ni de cette femme, ni à la mienne. Mais c'est visible sur des photos, j'ai pu les capturer. Et ça, c'est des photos que tu faisais encore sous l'eau? En piscine, ici à Bruxelles. Oui, oui. Ok. Et ce qui est dingue, c'est qu'avec ce projet-là, petit clin d'œil à un de tes rêves, tu t'es retrouvé sur les bâtiments de Times Square. Oui, exact. C'est dingue, ça. T'as exposé à New York, quoi. Oui, projet. Mais en fait, il faut pas donner plus de valeur que ça n'en a. C'est juste pour un artiste, entre guillemets, ou un explorateur, je me sens plus explorateur qu'artiste, c'est juste un clin d'œil, mais c'est pas plus. Si ça peut sensibiliser, amener les gens à se poser les bonnes questions sur la condition de la femme dans le monde moderne, je crois que c'est bien, et surtout le rôle qu'elle peut jouer. Est-ce que les femmes qui ont posé devant ton objectif... Je t'arrête déjà sur le terme, elles ne posent pas. D'accord. C'est important parce qu'en fait, la démarche, déjà, donc je ne propose ni ne demande à aucune femme de venir participer au projet. Ce sont des démarches spontanées parce que la femme ressent que ça peut être une piste pour elle, pour évoluer dans la conscience qu'elle a d'elle-même et se libérer de certaines choses. Et je ne suis pas non plus thérapeute. Je garde l'espace et puis elles viennent et elles vivent une expérience, puis je les confronte à ce que j'ai généré comme image, et puis voilà, ça leur parle, et puis certaines refont une 2e, une 3e session. Donc c'est un processus de développement personnel avec le travail photographique comme support. Et je te demandais comment c'était d'être du coup un homme, mais à faire travailler sur toute une question justement de la femme dans la société d'aujourd'hui. En fait, je pense que depuis l'enfance, j'ai toujours eu une énorme sensibilité, mais qui a été extrêmement refoulée. Et je ne l'ai pas manifestée ou peu, simplement parce que dans les codes sociaux, ça ne se faisait pas. Et qu'en travaillant avec les requins m'ont permis d'enlever pas mal de couches. Parce qu'avec les animaux marins, mais surtout les requins, les prédateurs, il n'y a pas de place pour l'ego. Donc tu es dans un rapport très direct, très vrai, et tu ne peux pas tricher. Et donc, du coup, tu deviens beaucoup plus humain. Et ton rapport devient sincère et authentique. Et du coup, la magie opère. Et c'est ça qui m'a préparé au travail que j'ai fait ensuite avec les femmes. Intéressant. Cette remise en question dont parlait Jean-Marie, je me suis posé cette question pour toi parce que c'est Youth for Climate, le nom du groupe. Ouais. Et malheureusement, on ne peut rien faire contre le temps. Et je voyais que tu t'inquiétais parfois de te dire « Ah, mais si je vieillis, est-ce que je serai toujours crédible pour ce combat ?» Tu penses toujours ça ou pas? Je l'ai pensé et je le pense un peu. En fait, j'ai cette crainte quand même de grandir, mais avec cette idée et cette peur de m'enfermer en fait dans une boîte, dans un cadre de vie, de pensée et de ne plus accepter à questionner ce qui m'entoure. Et j'ai peur que quand on grandit, on construit sa vie, on construit des projets et on le sait, quand on travaille dur sur quelque chose, que ce soit personnel ou professionnel, on n'a pas envie qu'il soit questionné et on n'a pas envie qu'il soit détruit. En fait, tu as peur d'avoir à nouveau des œillères. Voilà. Et je veux être sûre que même si j'ai travaillé pendant longtemps sur un projet ou sur
ou sur quelque chose, que s'il n'est pas bon, s'il a un impact néfaste en fait sur les êtres vivants au sens large et que j'avais pas pu le voir parce que j'avais pas encore cette conscientisation, ben que je sois prête à accepter ce changement-là. Donc en fait, c'est une crainte d'être enfermée dans mes pensées, dans mes valeurs et sans questionner constamment, quoi. Ok, bon, tout doucement, malheureusement, le temps passe et on arrive à la fin de cette émission. Alors, je vous pose la question que je pose à tous mes invités. Dis-nous. Qu'est-ce que vous retenez l'un de l'autre après cette discussion? Et t'as pas le droit de dire « Oh putain, Jean-Marie a failli crever avec un requin ». Ouais, non, avec un crocodile. Un crocodile surtout. Je retiens que déjà, il y a eu ce changement pour toi dans ta vie de plongeur et un peu d'exploreur qui est arrivé tard, en fait, au final. Et dans cette envie de aussi faire face à une peur. Et ça, je le retiens parce que ça veut dire que déjà, c'est jamais trop tard de changer, en fait, la manière dont on vit et les perceptions qu'on a du monde. Et donc ça, je le retiens vraiment avec toutes les anecdotes du coup qui suivent. Et un moment... Enfin, c'était juste les 19 dernières années de ta vie. Juste, oui. Et c'était... je suis sûre qu'il y a des centaines d'histoires à raconter, quoi. Et donc, j'espère, moi aussi, pouvoir raconter autant d'histoires quand je serai à votre âge. À ton âge. Mais donc, ouais, je retiens tout ça, Et toi, Jean-Marie? En fait, j'ai beaucoup de plaisir à faire ta connaissance et à voir l'engagement et la pureté, la sincérité de ton engagement. Et je voudrais surtout te rassurer sur le fait que tu dois rester dans la douceur vis-à-vis de toi parce que la première personne dont tu dois prendre soin, c'est toi. Et si tu prends bien soin de toi, tu prendras bien soin de la nature et des autres. Je retiens, c'est noté. Très joli. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec moi. Merci à toi. Merci à toi. Grâce à ça, on a pu faire cette rencontre. Ouais, non, j'étais ravi de vous voir ensemble. Franchement, ça me fait vraiment plaisir. Pour continuer à suivre le travail de Jean-Marie et celui d'Adélaïde, je vous donne rendez-vous sur Instagram. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Divan 52. À très bientôt.